commencer à toutes et tous si vous partagez cet avis du grand public ou si vous voyez déjà vous-même dans cette réforme, dans ces changements, des choses un peu dangereuses. Je vais commencer par vous, Madame Touffossé. Au hasard. Vous prenez la défendu un petit peu. Je dois dire que nous, on a assez peu connaissance de cette réforme et des détails de cette réforme. Donc, avant de vous dire que j'ai des grosses critiques, il faudrait que je voie le texte. Parce que il est long, hein. Mais je n'ai pas vu de texte concernant la... Quand on parle de plus de transparence dans un secteur comme celui-là, c'est quelque chose, un élément important. Pardon ? Quand on parle de plus de transparence, d'accessibilité du grand public, de choses que les gens vont mieux comprendre. Oui, mais ça c'est évident, mais ça, j'enfonce une porte ouverte. On est tous d'accord, je pense, ici, pour dire qu'effectivement, à l'heure actuelle, le tarif est tout à fait abscon, j'aime bien ce mot, illisible pour le consommateur. Les abréviations ne sont pas harmonisées. Enfin, je peux parler une demi-heure sur le manque de transparence et de lisibilité du tarif. Mais je ne sais pas si c'est le point qui est intéressant. C'est vrai que nous, ce qui nous pose problème, mais j'aurais le temps de parler un petit peu après aussi, parce que... Ah oui, plusieurs fois, hein, donc c'est pas... Il faut voir comment je peux saucissonner les problématiques qu'on rencontre. Au niveau de la transparence, ça fait déjà... Je pense que le premier président de la Chambre nationale des huissiers de justice que j'ai rencontré, c'était M. Mignon. Ça doit faire 15 ans. Et une de nos demandes à l'époque, en tant que service de médiation d'Est, on revoit vos décomptes, évidemment, vos décomptes d'huissiers, c'était de pouvoir avoir accès aux directives de la Chambre nationale. Parce qu'au-delà de ces abréviations qui sont très difficiles à comprendre, il y a aussi la combinaison des postes pour un même acte, une même intervention, qui est extrêmement compliqué à vérifier et extrêmement compliqué de vérifier si tout ça est bien correct. Et une de nos demandes, c'était par rapport à la transparence, c'est de dire, mais il y a pas mal de postes dans le tarif qui font l'objet d'interprétations, qui sont clarifiés dans le cadre de directives, qui sont contraignantes pour les huissiers de justice. Pourquoi n'êtes-vous pas transparent et ne publiez-vous pas ces directives, ou bien des extraits de directives, ce qui nous permettrait d'avoir une vision, nous, claire sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Ça n'a jamais été fait, et ça, c'est, je trouve, extrêmement dommageable pour la profession, parce que ça alimente les méfiances du citoyen consommateur par rapport à un tarif qui parfois est appliqué de manière tout à fait légitime et légale. Effectivement, cette question du grand public qui était demandeur de plus de transparence, qui avait l'impression de voir arriver ces factures parfois plus compliquées. Ai-je lu que les factures d'électricité, c'est vous dire? Oh, c'est bien plus compliqué que ça. Vous en avez déjà vu des décomptes d'huissiers? Moi, c'est peu, finalement. Mais je pourrais vous en montrer, c'est absolument illisible. Mais ça, je pense que vous le savez, c'est illisible. Ah oui, effectivement, on m'entend une. ABV... Oui, vous parliez effectivement de ces abréviations. Voilà, c'est ça. Je pense que vous, en tant que consommateur, si vous receviez une facture d'hôpital qui ressemblerait à cela, vous serez très fâché. Parfois, dans les factures d'hôpitaux, on est assez fâché. On voit docteur machin alors qu'on a vu docteur Intel. On voit des postes qu'on ne comprend pas avec des codifications de la mutuelle qui sont incompréhensibles. Et en général, on est assez mécontent. Je pense que vous recevriez une facture de ce type-là. Ah oui, ça, je ne saurais plus de quoi j'ai été opéré, ça c'est sûr. Mais, monsieur Amal, les propriétaires, les copropriétaires, ils disent quoi justement, quand on leur parle de plus de transparence, de plus d'efficacité, ils applaudissent des deux mains ou il y a quand même une petite méfiance? Alors je pense que ce type de réforme, c'est un peu un leurre. Et c'est vraiment le comparatif peut être fait avec les notaires. Depuis des années, on vous a expliqué qu'il faut que les frais de notaire diminuent. Arrose sur les notaires. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au niveau de la réforme du notariat, plus spécifiquement sur ce problème de coût? C'est que les honoraires en tant que tels des notaires, finalement, le ministre a bien dû admettre que faire un acte de vente, ça coûte 2 000 €, quand on voit toutes les prestations que les notaires ont en soi, ce n'est pas cher, surtout quand on voit quelquefois les honoraires d'avocats. Moi, à Liège, depuis à Bruxelles, on est quelquefois surpris, je dirais, du coût de l'avocat, pour aussi lancer un débat à ce sujet. Et donc, in fine, la réforme au niveau du notariat, c'est quoi? C'est de réduire les frais annexes.
Première réflexion. Deuxième réflexion, et ça vaut aussi pour les notaires et ça vaut aussi pour les huissiers, il faudrait peut-être que les pouvoirs publics, ça je parle pour le consommateur qui est le propriétaire ou le copropriétaire qui doit aller en justice, c'est que finalement au niveau de l'acte d'huissier, il se décompose avec les abréviations, madame, dont vous parliez, mais là-dedans c'est beaucoup de droits, de taxes, etc., qui n'ont rien à voir avec la prestation d'huissier. Donc c'est pour ça que je dis à un moment donné que c'est un leurre lorsqu'on vient dire que le coût de l'huissier, je dirais, est trop important au niveau de l'acte. Mais parce qu'il y a toute une série, je dirais, de montants extérieurs qui se rajoutent à ça. Et donc à nouveau, que ce soit au niveau de la TVA, que ce soit au niveau des droits de greffe, de ceci, de tout cela, ben peut-être que des diminutions et des réductions pourraient intervenir au niveau des pouvoirs publics et qu'ils commencent à montrer l'exemple de ce point de vue-là. Maintenant, à côté de ça, peut-être y a-t-il un certain nombre de frais ou d'actes que posent les notaires qui sortent un peu, je dirais, des prestations habituelles, assignation, signification, etc. Ou peut-être on peut discuter un peu à un moment donné, je vais dire, d'un montant, quelque chose qui est fort fustigé, notamment par les juges de paix. Combien de fois les juges de paix à l'audience, quand un débiteur est là, dit au débiteur, bon, maintenant vous allez payer 50 € par mois, mais surtout ne payez pas chez l'huissier, parce qu'il y a le droit de recette. Bon, en effet, on les connaît. Sylvain Chabot, je le vois dans tout ce que vous versez d'ailleurs. Je le garde pour la fin, monsieur Chabot. Oui. Voilà, et donc, on peut discuter longuement de tout cela, mais je pense que si déjà au niveau des pouvoirs publics, on réduisait un certain nombre de taxes, on parle beaucoup aujourd'hui du prix des carburants, mais on sait que l'essentiel du prix du carburant, c'est quand même des taxes. Voilà, donc il faudrait peut-être que du côté des pouvoirs publics, on se pose aussi une série de questions. Oui, on pourrait se poser la question effectivement des taxes, et il est prévu qu'on en discute un tout petit peu, mais continuons ce premier tour de table rapidement. Là aussi, votre avis il est important, vous avez le sentiment qu'on est allé dans le bon sens, ou bien au contraire qu'on a commis des erreurs dans ce qui est en train de changer, dans ce qui change déjà? En tout cas, changer, il faut changer. Je crois qu'on est tous autour de la table et dans la salle conscients qu'effectivement, un tarif qui existe depuis 1976, qui n'a pas été revu avec finalement une évolution de la société qui n'est pas prise en considération, aussi bien d'ailleurs dans ce que ça peut représenter au niveau économique pour les huissiers, que de la part du consommateur. Parce que vous n'avez plus du tout le même style de paupérisation aujourd'hui que ce que vous aviez probablement en 1976, même si pour ma part j'étais encore tout jeune à l'époque, mais j'imagine qu'effectivement la paupérisation a changé. Et moi, comme juge de paix, enfin je suis juge de paix depuis 2009, j'ai vu aussi un changement dans la paupérisation de la population. Qu'est-ce qui a changé en particulier? Ce qui a changé, c'est qu'on rencontre de plus en plus de gens qui appartiennent à ce qu'on appelait la classe moyenne, qui se retrouvent aujourd'hui dans de réelles situations de paupérisation, ce qu'on n'avait pas auparavant. Aujourd'hui, on se rend compte que tout qui nous fréquentons chaque jour est susceptible d'un jour de se retrouver dans une situation où effectivement il va se retrouver par un accident de vie quelconque dans une situation de paupérisation. Et en fait, moi je pense qu'au-delà de la question même pointue du tarif des huissiers, c'est tout le système qu'il faut revoir. Parce que je pense que le gros problème vient d'un manque de proportionnalité entre la créance de base, ce à quoi tout le monde peut être confronté un jour ou l'autre, et le vrai dossier judiciaire qui est totalement différent, même dans son suivi, dans son évolution. Un dossier de recouvrement de créance, c'est un dossier qui peut aller très très vite, ne prend pas beaucoup de temps, ne nécessite pas nécessairement des connaissances juridiques, parce que finalement il suffit d'avoir quelques notions de base sur la prescription, sur des choses comme ça, et on peut s'en sortir dans un dossier. Donc il n'y a pas un travail, je parle vraiment du recouvrement, ce que nous on connaît, le recouvrement de masse. Parce que nous, comme juge de paix, c'est vraiment ce à quoi nous sommes confrontés. Et ces recouvrements de masse touchent des choses qui touchent au quotidien tout le monde. L'électricité, le gaz, le mazout, les soins de santé. Voilà ce qui forme finalement la télédistribution, la téléphonie. Finalement, c'est 5 ou 6 secteurs qui recouvrent, allez, je vais dire, 90% de ce que nous retrouvons, nous, comme juge de paix, en recouvrement de masse. Et donc ce sont a priori, même la téléphonie, où un temps on pouvait estimer que c'était un luxe, aujourd'hui ce sont des besoins primaires de la population. Et donc le recouvrement de masse, c'est vraiment ce à quoi tout le monde est confronté. Et effectivement, comme le disait Maître Amal, la justice coûte trop cher aujourd'hui. Et c'est pas uniquement dû effectivement
aux huissiers. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait changer pour que la justice coûte moins cher. Alors, voilà pour l'avis de la magistrature. On va se tourner maintenant vers les avocats. De plus en plus de dossiers, ça c'est pas la première fois que j'entends ça dans un débat, avec une paupérisation de la population, une classe moyenne qui de plus en plus se rapproche des portes des CPS, et donc forcément de plus en plus de dossiers introduits, donc de plus en plus de boulot pour les avocats. Vous vous y retrouvez comment dans ce qui change en ce moment? Mais je pense qu'il faut replacer le problème dans son contexte général. Nous avons eu un ministre de la Justice qui était le précédent, qui a absolument voulu limiter quelque part l'accès aux tribunaux pour essayer de diminuer le coût de la justice. Et donc nous avons vu toute une série de frais augmenter. Par exemple, les indemnités de procédure. On a aussi la TVA sur les honoraires d'avocats qui ont évidemment fait réfléchir beaucoup de justiciables avant de consulter un avocat. Et nous avons évidemment tous les frais qui s'attachent également aux interventions des huissiers. Donc il faut quand même voir là derrière qu'il y a une véritable politique de l'État de vouloir en quelque sorte essayer de dégager un maximum de dossiers de la justice, comme l'a dit M. le juge Lepay, notamment tout ce qui est récupération de créances de masse, et même de privatiser cette justice pour qu'une certaine partie soit confiée en dehors du pouvoir judiciaire. Alors, moi je représente des avocats, donc quelque part je suis confronté aux justiciables qui sont effectivement face à ces frais d'huissier. Et on est dans ce paradoxe que, en réalité, tous les frais de l'intervention de l'huissier vont se reporter sur la personne qui perd, c'est-à-dire le débiteur, c'est-à-dire déjà la personne qui a du mal à payer. Et donc, quelque part, vous allez encore plus l'appauvrir, et ça, c'est évidemment la difficulté. Maintenant, c'est normal que la personne qui est débitrice et qui doit payer un certain somme d'argent, donc quelque part provoquer le procès par son endettement, elle doit évidemment faire face aux frais. Mais vous avez là effectivement un véritable problème de société qui se pose. Alors, nous sommes évidemment pour essayer de favoriser au maximum l'accès à la justice. Et favoriser l'accès à la justice, ça veut dire qu'il faut absolument que l'on diminue effectivement les frais des huissiers. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique de savoir si ces frais sont justifiés. Je vous ai donné un exemple de citation que j'ai tiré d'un dossier. Alors je vous rassure, j'ai anonymisé, j'ai enlevé tous les noms, on ne sait pas de voir de qui ça vient, mais c'est vrai que le tableau que je vous ai donné ici est incompréhensible pour le justiciable. Même pour nous, avocats, c'est très très difficile à comprendre. Donc ça, c'était une première remarque. Alors, je vais devoir être un peu désagréable, M. Daoust, malheureusement. Parce que vous pas avec qui, j'imagine. Pas avec vous, non, avec vous, je vous rassure, je suis à côté de vous, donc je ne me permettrai pas. Mais il faut quand même bien reconnaître qu'il y a des choses qui, nous, avocats, nous scandalisent dans ce que nous voyons. J'ai pris cet exemple de citation, qui est une citation extrêmement courante, c'est une citation en récupération de frais de parking. Nous connaissons tout ça, nous sommes confrontés à ça tous les jours, même à titre personnel. Et c'est une citation qui a été lancée devant la justice de paix. Et vous avez des frais qui sont repris. Et vous avez notamment ici FBAJ, 22 €. Qu'est-ce que ça veut dire FBAJ? C'est fonds du BAJ, c'est une participation de 22 € qu'il faut payer pour constituer un fonds BAJ. Alors, évidemment, mes amis huissiers vont tout de suite me dire, mais ça c'est pour le barreau. Effectivement, le BAJ, c'est le barreau, et c'est 22 € qui vont servir à constituer un fonds pour financer les juridiques. Alors, ces 22 € sont dus normalement au moment de la mise au rôle. Qu'est-ce que c'est que la mise au rôle? C'est l'inscription de l'affaire à l'agenda de la juridiction qui fait que l'affaire va être prise par le magistrat. Et donc le code judiciaire dit clairement, ces 22 € doivent être payés au moment de la mise au rôle, sinon la mise au rôle n'a pas lieu. Et dans cette citation, vous avez une dernière page à payer pour éviter l'audience. Et dans les montants à payer pour éviter l'audience, vous avez droit de mise au rôle 50 €, indemnité de procédure 48 €, et donc vous rajoutez ces 22 €, ça fait 120 € au total. Et donc la personne qui reçoit cette citation se dit, mais je dois vite payer ça si je veux éviter le procès. Sauf que la citation, je vous l'ai donnée, la citation est signifiée au mois de janvier et que l'introduction a lieu le 15 mars. Il faut savoir que les mises au rôle se font 8 jours avant l'audience. Autrement dit, quand le justiciable reçoit ce décompte de huissier, il y a 120 € qui ne sont pas dus.
Et ici, dans ce cadre-ci, j'ai dit à mon client, vous ne payez pas les frais de mise au rôle, vous ne payez pas l'indemnité de procédure, mais il a payé quand même les frais de participant au fonds de BHI, et ces frais ne lui ont pas été remboursés. Alors, ça fait 120 € pour un principal de 75 €. Les redevances parking, c'était 75 €. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut évidemment qu'il y ait une mention dans la citation en disant si vous payez avant telle date, vous ne devez pas payer tel et tel montant, ou bien ces montants vous seront remboursés. Parce que nous, avocats, on sait, on connaît la matière, donc on peut conseiller le client, mais le justiciable, lui, il ne connaît rien. Et donc, là, il y a vraiment des réflexions. Alors, je n'ai pas dit que c'était le cas de toutes les études ici. Je ne fais pas de généralité. J'ai pris une citation que j'ai lue dans un dossier et qui m'a particulièrement choqué. Et je pense que là aussi, il y a des réflexions qui doivent être menées. Ce qui est bien dans un débat, c'est qu'on monte un peu dans le tour, hein, par exemple. Non, et donc, réponse, parce que là aussi, on est vraiment au cœur du problème. Combien de fois n'a-t-on pas entendu? Là, on n'y comprend rien, et quelque part, tous ces gens sont en train de s'en mettre un peu plein les poches finalement, avec des frais qui ne sont pas dus, et puis qui sont peut-être un peu exonérés, voire parfois même un peu exagérés. C'est difficile hein, de donner une bonne image de la profession, et le ministre, finalement, pour beaucoup de gens, n'a fait que démontrer que des choses n'allaient pas, ne fonctionnaient pas, et qu'il y avait des choses inacceptables. Vous répondez quoi? Je réponds que vous avez tout à fait raison. Je pense que l'avocat ici présent met le doigt sur un problème qui est tout à fait inadmissible et qui doit être encore une fois poursuivi disciplinairement par les autorités de la profession. Donc effectivement, je pense que le tarif au jour d'aujourd'hui, c'est moins une question de hauteur, de valeur, de chiffres, qu'une question de bonne application et d'attitude, de travail correct dans chaque huissier de justice. Donc effectivement, là, vous mettez aussi en exergue la problématique de ces abréviations totalement incompréhensibles. Moi-même, ça fait longtemps que j'ai étudié le tarif, mais je suis constamment obligé de me replonger dans notre nomenclature tellement elle est complexe. Mais il faut absolument supprimer donc, ces abréviations et en fait des phrases, des mots, renvoyant aux articles de l'arrêté royal de 1976, qui a 46 ans, effectivement, qui est totalement dépassé. Là, on va déjà commencer à montrer une certaine bonne foi et arrêter de démontrer aux gens de vouloir... Je crois que ce qui choque la société aujourd'hui, c'est que l'huissier de justice se considère comme privilégié. Il a un monopole, un monopole d'exécution, mais il ne doit pas en abuser. Et la société aujourd'hui ne supporte plus les gens qui ont des monopoles, ne supporte plus l'absence de transparence. Parce que pour beaucoup, et c'est pas une question de rhétorique, je dirais qu'il y a deux problèmes principaux encore qui se posent après ce que vous avez évoqué. C'est pas qu'une question de mots, c'est pas qu'une question d'abréviation, c'est une question, de tarif, parce que outre le fait qu'ils n'ont rien compris, ils trouvent que c'est trop élevé. Deux, c'est aussi une question de surpuissance de l'huissier. L'huissier serait intouchable. Dès lors que lui m'a envoyé un courrier recommandé me disant « Monsieur, c'est comme ça, ou bien vous allez avoir des ennuis », je ne peux plus rien faire. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut peut-être casser. Mieux informer, c'est peut-être aussi le rôle d'une fédération. C'est le rôle de la Chambre nationale, c'est le rôle de l'Union francophone, c'est le rôle de tout un chacun. Et encore une fois, c'est la façon de pratiquer son métier au quotidien qui doit permettre d'informer correctement les gens, d'être à leur écoute, d'expliquer ce qui se passe, d'avoir de l'empathie, de pouvoir les informer sur les aides sociales existantes dans les... Est-ce qu'il y a cette empathie, cette information-là aujourd'hui? On a l'impression non, en réalité. Et je discutais avec quelqu'un qui prendra la parole tout à l'heure, venant de France, nous disant que ce qui se prépare en France, c'est quand même quelque chose de gratiné, où il va y avoir une forme d'automatisation du métier. C'est-à-dire, en gros, vous êtes dans telle situation, on appuie sur un bouton, c'est tel courrier qui part. Vous seriez favorable à ce genre de choses, très froides, mais très claires d'un certain côté, ou au contraire qui déshumanisent complètement le métier. Qu'est-ce qui vaut mieux selon vous? C'est quoi la bonne forme? Je suis forcément complètement défavorable par rapport à ça. Je pense que rien ne remplacera le dialogue avec la partie débitrice et ce qu'on appelle la médiation, la négociation avec celle-ci. Donc pousser sur un bouton et dire vous payez peut-être moins cher que ce que l'on paye en Belgique actuellement, peut-être pas la meilleure solution. Je pense que les gens seront encore plus frustrés qu'aujourd'hui. Justement, à propos de cette humanisation, c'est quand même un point, parce qu'il est humain, il est important. Notre société est en train de basculer, et pour quelques années, on a bien compris avec les tarifs des carburants, les tarifs des télécommunications,
qui ne sont plus un produit luxe, qui sont un bien de tous les jours. Au niveau de la médiation de dette, on se dit que oui, cette humanisation-là, elle est encore fondamentale, mais est-ce qu'elle est encore possible dans un monde où tout va de plus en plus vite, où tout finalement est réglé, où on est sur Internet, boum, on appuie sur des boutons, on a des formulaires, et on a de moins en moins accès justement à ce côté humain de la profession. Et les gens n'ont pas l'impression qu'ils peuvent le trouver, notamment chez les huissiers, plus peut-être du côté encore de la médiation de dette. Il est où le bon équilibre? C'est à vous de jouer ce rôle-là, ou c'est aux huissiers? Mais le rôle de l'huissier était un rôle humain et social au départ. Mais moi, je rejoins monsieur le juge, c'est vraiment ce que moi je constate aussi depuis 15 ans, c'est effectivement, et vous aussi, c'est évident, vous êtes aussi sur le terrain, c'est une paupérisation de plus en plus grande, des difficultés effectivement de paiement pour des besoins vitaux. C'est aussi ce qui ressort des statistiques de l'audit de nos services de médiation d'aide. On a 60-70% de personnes qui sont chez nous qui ont tout simplement des revenus insuffisants pour faire face aux charges courantes. Donc on a vraiment des surendettements structurels. Et puis parallèlement à ça, depuis 10-15 ans, 20 ans, on a l'avènement des bureaux de recouvrement, un recouvrement qui devient de plus en plus agressif, qui devient de plus en plus... c'est un business, avec certaines études d'huissiers qui se sont engouffrées dans ce type de fonctionnement, avec le no-cure-no-pay, qui effectivement amène un effet boule de neige. On a aussi, je trouve, très très fort, et ça c'est très inquiétant aussi d'un point de vue démocratique, je trouve on a vraiment, c'est pas seulement l'accès à la justice qui est mis à mal de plus en plus, c'est aussi tout le pouvoir judiciaire. On inverse les contentieux, le juge de paix coûte trop cher, mais je suis pas d'accord avec ça. Quand on voit les décomptes, c'est pas le juge de paix, enfin c'est pas le magistrat qui coûte trop cher. Il y a les taxes, mais il y a aussi l'emballement des frais injustifiés aussi qui se mettent en route et qui sont des pratiques qui sont liées à du commercial. Donc la problématique aussi, c'est l'engagement des huissiers de justice et de certains huissiers. Je sais que quand on fait un peu des campagnes de sensibilisation, on parle des huissiers et ça vous fâche quand vous n'êtes pas dans ce type de travail-là, mais nous, ce qu'on voit sur le terrain dans les services de médiation d'aide et des dossiers, on en a un paquet, c'est que les études qui pratiquent le no-cure-no-pay à l'amiable et en judiciaire sont les huissiers qui raflent tous les marchés publics. Et alors moi aussi j'ai pris des exemples, et parce que je pense que peut-être quand vous ne pratiquez pas cela, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur les débiteurs, et nous, on a aussi les personnes les plus fragilisées. Donc celles qui vont payer 20 €, 50 €, et celles pour qui 50 € par mois, c'est une somme importante. C'est la somme qui va déterminer est-ce qu'on va acheter un petit dessert pour les gamins ou pas. C'est à ce point-là. Donc c'est encore plus choquant. Et effectivement, ces problématiques-là combinées qui rendent les choses extrêmement compliquées. Effectivement, il faut une réforme globale, aussi bien de recouvrement amiable, pour faire cesser les pratiques abusives au niveau du recouvrement amiable, au niveau du recouvrement judiciaire, et la médiation de dette amiable à l'heure actuelle n'a plus assez de poids. Il y a 15 ans, on pouvait obtenir des plans d'appurement assez facilement. Maintenant, la paupérisation est telle que les créanciers en ont marre de nous entendre dire s'il vous plaît, octroyez-nous un plan de paiement de 20 €. Ça ne marche plus. Donc on va directement au titre exécutoire parce qu'une saisie immobilière pression ou des saisies à répétition, ça permet parfois d'obtenir des paiements. Et encore, je trouve qu'au niveau économique, ça n'a pas de sens, mais on peut y revenir. Tout à l'heure, je voudrais qu'on évoque quand même aussi la question de l'harmonisation, justement, des tarifs et peut-être de la clarté que ça pourrait avoir, parce que bien souvent, se lancer dans une procédure judiciaire, c'est vraiment sauter sans savoir nager, parfois on ne connaît pas les tarifs. Mais j'aimais beaucoup ce que vous disiez à propos de la question du recouvrement à l'amiable. On ne va certainement pas faire le procès des propriétaires et des copropriétaires, mais j'entends aussi beaucoup, vous savez, il y a de moins en moins de gens qui aujourd'hui sont prêts justement à l'amiable. Parce que c'est aussi dur pour celles et ceux qui, à un moment donné, attendent leur argent, qui veulent que ça aille vite, et c'est un peu compliqué. Je l'entends beaucoup, on le voit, mais l'amiable est-il encore possible aujourd'hui? Vous allez me mentir ce que je dis, mais encore une fois, en jouant un peu le candide, on se dit, ouais, mais les gens qui ont besoin de leur argent absolument, pour eux aussi, le coût de la vie a augmenté. Et donc, il faut que ça aille vite. Même cela, il ne faut pas oublier qu'avant d'arriver à une phase d'exécution en matière de contentieux locatif, le bailleur ne va pas tout de suite chez l'huissier en disant expulser mon locataire qui ne me paye pas. Que fait le propriétaire? Il
va déjà devant le juge de paix. Et l'usage veut que quand on va devant le juge de paix, on introduit une procédure, désolé, mesdames et messieurs les huissiers, mais on prend la voie la moins chère, c'est-à-dire la requête, qui aujourd'hui coûte 20 €. Et nombreux sont les juges de paix qui d'ailleurs, si vous ne justifiez pas le recours à la requête plutôt qu'à une citation, vont vous dire, je ne vous compterai que 20 € en termes de frais et dépenses plutôt qu'aux frais de citation, parce que vous auriez pu prendre la voie de la requête et pas de la citation. Bon, il y a des cas exceptionnels où ils la remettent, etc. Première chose. Deuxième chose, moi qui pratique beaucoup de contentieux locatif, quand l'affaire est fixée devant le juge de paix, et que le débiteur est là, et que le débiteur est de bonne volonté, et qu'il a fait un paiement avant l'audience, qui propose des choses concrètes. Et moi, dans des dossiers de contentieux locatif, je suis allé déjà 10 fois devant le juge de paix, parce qu'on remettait de mois en mois, pour donner du lait, la possibilité à la personne, en principe premier, payer au moins le loyer en cours, et puis faites un geste par rapport aux arriérés. Et donc, il y a toute une phase amiable de discussion qui se fait déjà devant le juge de paix. Et puis alors, pour la suite, à supposer qu'en effet, on doit à un moment donné avoir un jugement et qu'on doit l'exécuter. Il faut passer par les huissiers, ça c'est, à la limite, ça garant quand même une certaine légalité, à moins que demain on me dise, dorénavant on peut recourir, je ne sais pas, à des Albanais, ou à des ceci, ou à des cela, pour expulser ou pour récupérer l'argent. Restons dans un cadre légal. Bien. Mais l'huissier, moi je le vois bien, voilà mon huissier. Bon. Mais je le vois bien dans tous les contacts que j'ai journellement avec son étude, ils essayent amiablement d'obtenir un certain nombre de paiements. Et donc venir dire que tout de suite l'huissier se jette sur la bête, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, il faut être quand même un peu dans la pratique de tous les jours. Maintenant, c'est vrai, comme vous le dites, madame, le problème qui se pose, c'est que les débiteurs, par rapport à un certain nombre de montants qu'ils doivent, en effet, peuvent avoir des difficultés. Il faut essayer évidemment à chaque fois de cadrer ça au mieux. Et comme je dis quelquefois d'ailleurs aux collaborateurs, aux collaboratrices de Maître Chameau, l'important c'est qu'à un moment donné, c'est de trancher un peu la peau. Et donc, même si c'est 20 €, c'est 20 €. Mais ça rappelle également aux débiteurs qu'il y a quand même quelque chose qui doit être payé. Enfin, je terminerai en disant une petite chose, c'est qu'on dit tout de suite, c'est sur le débiteur que tous les frais vont se reporter. Oui, in fine. Mais qu'est-ce qu'il y a dû faire l'avance, avoir quelquefois dans certains bailleurs pour pouvoir récupérer leurs biens, etc. Ils ont dû consentir des frais fort importants. Ils n'y ont pas qu'une expulsion, parce que le locataire ne part pas nonobstant des arriérés, etc. C'est entre 1000 et 1500 € que le propriétaire doit avancer, sinon l'huissier n'agira pas. Donc à un moment donné, avant que ça ne soit peut-être un jour payé, mais souvent ça ne le sera pas, parce qu'on est dans les couverts, le bailleur a dû avancer des frais extrêmement conséquents de procédure. Je vois que ceci suscite déjà deux réactions, et c'est toujours très bien. Maître, tout d'abord, et puis je reviens vers vous, je voudrais qu'on évoque justement la simplification au niveau des procédures judiciaires, parce que là aussi, au niveau des tarifs, il y a peut-être des choses qui pourraient être fixées plus clairement pour que les gens, justement, n'aient plus à sauter dans cette côté d'argent. Maître, tout d'abord. Merci, monsieur Daoud. Vous avez vu dans mes pensées, parce qu'effectivement, je voulais aborder la question de la simplification des procédures. Il faut savoir qu'il y a des projets et des choses qui sont déjà en vigueur pour l'instant, c'est-à-dire qu'on ne passerait plus par le juge pour obtenir un titre, ce qu'on appelle un titre exécutoire, c'est-à-dire ce qui vous permet d'exécuter contre le débiteur. Et donc la tendance actuelle, c'est qu'en réalité, ce sont les huissiers eux-mêmes qui pourraient délivrer ce titre exécutoire sous la surveillance d'un avocat, et si le débiteur n'est pas d'accord, il peut faire un recours. Alors, le débiteur pas d'accord, il peut faire un recours. Il faut savoir que souvent, ce sont des débiteurs qui sont effectivement plutôt défavorisés, donc ils n'ont pas la formation de commencer à faire des recours contre les actions qui sont menées. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure au début de ma précédente intervention, c'est une tendance que le ministre a voulu de privatiser la justice pour essayer de ressortir un maximum de dossiers des juridictions. Mais nous, en tant qu'avocats, il n'y a pas de jugement de valeur là derrière, mais c'est quelque chose qui nous inquiète beaucoup, parce que ça veut dire que vous ne passez plus par le contrôle du juge. Alors c'est vrai que ça va simplifier les procédures, c'est vrai que ça va sans doute diminuer les frais, puisqu'il n'y aura plus de mise au rôle, il n'y aura plus de comparution devant un juge automatiquement, mais pour nous, la garantie fondamentale du juge, qui est quand même garantie par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,
va être supprimée ou en tout cas mise à mal. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion qu'il faut avoir pour que les équilibres fondamentaux soient préservés de part et d'autre, et tout en ayant effectivement une simplification des procédures, une diminution des frais, il ne faut pas le faire au dépens de nos garanties essentielles. Madame de Fossé. Merci. Moi, je voulais revenir sur la question de l'octroi des plans de paiement et du passage au contentieux en judiciaire. Ce que vous exposez, moi, c'est très clair, les bailleurs, ce ne sont pas des créanciers problématiques, bien au contraire. Les créanciers qui posent problème maintenant, ce sont ce qu'on appelle, ce que vous avez appelé tout à l'heure, les créances de masse, les créanciers qui vont, et malheureusement, les créanciers publics, qui effectivement font appel à des marchés publics, c'est obligatoire, et qui font appel à des huissiers de justice qui vont de plus en plus maintenant leur proposer une intervention gratuite ou moyennant une commission, ce qui a des effets pervers qui sont très très clairs depuis une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le no cure no pay. Donc vous parliez du système traditionnel où on fait appel à un huissier et on prépaye l'huissier. Et l'huissier est soumis aux règles d'ordre public du code judiciaire pour rester impartial et indépendant. Donc il est en principe payé par le débiteur si le débiteur est solvable. S'il n'est pas payé par le débiteur parce qu'il est insolvable, c'est malheureusement le créancier qui supporte le risque. Ce qui permet à la fois à l'huissier, mais là je vous répète des choses que tout le monde sait, c'est ce qui permet à l'huissier de rester indépendant et impartial et de ne pas instrumenter pour son propre compte. C'est ce que le code judiciaire dit et c'est ce que la déontologie dit. Mais maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Et les créanciers publics, de plus en plus, font appel à des études d'huissier qui mettent ces principes de base et ces principes fondamentaux tout à fait à mal. Et ça a des effets extrêmement pervers qui sont très clairs, c'est que de plus en plus, on va aller vers une procédure judiciaire et on va aller vers des frais qui s'accumulent en procédure judiciaire. Et le créancier est complètement désolidarisé, il ne sait plus ce qui se passe. Il n'a plus aucune connaissance, il s'est déchargé du contentieux et l'huissier, il trouve son compte, en tout cas ces études, ils trouvent leur compte. Petit exemple, parce que je trouve qu'un exemple est plus parlant qu'un discours, quel effet ça a sur les débiteurs. Alors, il faut que je prenne mon papier. J'ai pris 4 exemples qui sont vraiment très significatifs. Alors, recouvrement amiable et judiciaire pour la STIB. C'est un dossier relativement récent. On s'est rendu compte dans les décomptes à l'amiable. Alors, la STIB, c'est une entité de droit public. Les tarifs de la STIB sont fixés par une ordonnance de la région Bruxelles-Capitale. C'est un tarif qui est fixé par la loi. On ne peut pas déroger à ce tarif, ni plus ni moins. Il est déjà assez élevé, c'est 100 € quand on prend le métro sans payer. Alors, on se rend compte dans les décomptes qu'au-delà de ces 100 €, l'huissier comptabilise des frais administratifs, c'est parfois le label est différent, de 25 € supplémentaires en amiable, et on le voit en judiciaire aussi. Alors, certains juges de paix, malgré le nombre de défauts de paiement, ont pris des jugements en annulant ces frais. D'autres juges de paix n'y ont vu que du feu. Alors on a interrogé la STIB qui nous dit, ça a pris du temps avant qu'il nous ait répondu, ah mais on n'est pas du tout au courant. C'est pas notre accord avec l'huissier de justice. Ça, c'est un exemple très court. Ça, c'est simplement 25 €. 25 € sur un contentieux de la STIB qui est gigantesque. Alors, 25 € en soi, ça n'est pas problématique. Mais c'est un frais illégal qui est comptabilisé sur combien de dossiers. Voilà. J'ai encore quelques petits exemples et puis j'arrête. Oui, avant 18 h. Oui. Oui, mais en fait, je pense que c'est le seul intérêt que j'ai ici, c'est de pouvoir présenter quelques exemples. Parce que pour le reste... Mais celui-là est assez frappant, il faudrait peut-être pouvoir y réagir. Ah non, j'en ai encore un S'il est vraiment bien, alors celui-là. Oui, ils sont très bien. Alors, croustillant, recouvrement judiciaire pour Proximus. Alors, en l'espace de quelques années, on a 13 sommations, courrier facturé entre 16 et 22 €,
signification de nouveaux jours de vente, parfois espacés d'1 mois. Courrier facturé, c'est un courrier simple facturé à 111 €, comme vous savez. 5 PV de placard, sans jamais aller jusqu'à la vente des biens saisis, puisque la personne est insolvable et le service de médiation d'aide est intervenu à 4 reprises pour expliquer que madame ne percevait qu'un revenu d'intégration sociale. J'en ai 4-5 comme ça. Alors, un troisième où... Le dernier. Qu'est-ce que ça donne en monnaie sonnante et trébuchante pour un débiteur? J'ai un recouvrement pour le compte d'un hôpital. Le débiteur est cité en justice pour un montant en principal d'une trentaine d'euros, 31,72 cents exactement. Les dépenses, les frais de justice, puisqu'on dit toujours que c'est la justice qui coûte cher, s'élèvent à 286 €. Les frais de recouvrement de l'huissier, qui sont donc des recouvrements systématiques après, s'élèvent à 725 € au moment où le service de médiation de dette intervient. J'en ai un où le montant principal est de 1 000 € et les frais de recouvrement uniquement de l'huissier, je ne parle pas des dépenses en justice, sont de 1 300 €. On a des gens qui viennent chez nous et qui payent 20 € depuis des années et qui nous disent « mais enfin, je ne comprends pas, ma dette ne diminue pas et ça fait 5 ans que je paye. » Voilà. Luc Et Chabot. ça, on en a des milliers. Voilà. Luc Chabot, on vient d'entendre des choses assez dures, avec des montants assez impressionnants. Il faut pouvoir répondre à tout ça parce qu'il y a de plus en plus de cas comme ça. Et on entend effectivement de plus en plus, c'est intolérable. Parce qu'on voit justement, et la dernière phrase était particulièrement interpellante, on ne voit plus nos dettes qui diminuent avec des frais énormes comme cela. Là, c'est trop historique, comme on dit, j'imagine. Et donc, il faut pouvoir, à un moment donné, dire stop, complètement stop. Tout à fait. Je ne peux rien dire d'autre. Vous avez tout à Merci, fait. M. Chabot. Donc, mais les exemples, on les connaît dans la profession, on sait que ça existe. mais comment est-ce que c'est possible que ça dure? Alors, comment est-ce possible que ça dure? C'est le rôle de nos autorités, à la fois arrondissementales et nationales, de faire des contrôles, de bonne application du tarif. En amont, contrôle d'un bon comportement en matière de recouvrement amiable, c'est-à-dire un recouvrement amiable en principe, sans aucun frais à charge des consommateurs. Certains ont trouvé une faille dans la loi de 2002 sur le recouvrement amiable de créances, ici ils sont engouffrés. Cette faille, c'est dans l'article 5. Si le contrat sous-jacent prévoit des frais de recouvrement, ils sont à charge du débiteur. Bon, ça détourne complètement l'esprit de la loi. Mais si je reviens donc sur le recouvrement judiciaire et l'exécution, c'est une question d'attitude de l'huissier de justice. Et si celui-ci se comporte mal, il faut porter plainte à son encontre. Et bien évidemment, nos autorités doivent réagir. Il y a une discipline qui existe. Maintenant, elle s'est améliorée, mais elle n'est pas suffisante. Alors, peut-être, et là je vais être totalement naïf parce que je ne sais absolument pas si ça existe, je trouve que c'est vrai, mais est-ce qu'il n'est pas temps de créer, ou alors en tout cas de revoir fondamentalement une charte de bonne conduite de l'huissier? Oui, Parce que là, quand vous dites si tout est permis, il y en a qui le font, d'autres qui ne le font pas, pardon d'utiliser le terme bonne conduite, mais c'est parce que c'est le premier qui m'est venu à l'esprit. Mais sincèrement, c'est qu'il y a quand même à un moment donné du 2 poids 2 mesures. En fonction de l'huissier qui est en face de vous, vous pouvez vous retrouver soit dans une situation favorable, soit vous retrouver dans une situation qui est épouvantable jusqu'à la fin de vos jours. Tout à fait, et c'est exactement l'effet contraire que le tarif recherche. Un tarif, c'est précisément fait pour que le débiteur de la rue de la Paix numéro 2 paye le même frais que celui qui habite au numéro 4. Donc c'est une question de sécurité juridique, c'est une question d'équité. Mais signer une charte entre huissiers de justice en disant tiens, on va décider demain de se comporter correctement, n'a aucun sens. On a une déontologie. Quand on embrasse la profession, la déontologie, il faut l'appliquer au quotidien. Et si on a des brebis galeuses qui ne respectent pas cette déontologie, il appartient aux autorités disciplinaires de sanctionner. Est-ce qu'elle sanctionne beaucoup en Belgique? Pas assez. On parlait, excusez-moi, mais on parlait du no-cure-no-pay, et ça c'est vraiment la maladie qui verrouille notre profession, surtout dans la gestion des gros contentieux de masse, essentiellement. La Chambre nationale fait le travail. Chaque fois qu'un marché public prévoit dans ses conditions, dans son cahier des charges une matière de tarification qui
qui ne respectent pas justement le tarif des forfaitisation ou un abandon de frais, la Chambre nationale réagit et écrit au pouvoir adjudicateur en disant vous auriez tout intérêt à retirer cette clause, sinon on l'aura devant le Conseil d'État. Mais voilà, ça c'est un effort de la Chambre nationale, mais c'est un effort de tous les instants. Vous voulez réagir, maître, et puis je viens chez vous. Oui, moi je voulais réagir en tant qu'ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles, puisque lorsque les avocats apportent des plaintes contre les huissiers, ils doivent passer par le bâtonnier. Je dois malheureusement dire que nous n'avons pas toujours des réponses de la Chambre des huissiers. Donc, ça ne réagit pas toujours au mieux, malheureusement. Alors, question d'harmonisation, d'uniformisation. On est parfois un peu perdu, je l'ai dit, quand on se jette, c'est encore perdu dans une procédure avec l'huissier, et on ne connaît pas justement les tarifs. On n'a pas cette espèce de vision très très claire. Voilà, là pour ceci, vous allez payer autant, avec autant de frais. Et pour les magistrats, finalement, ça serait peut-être pas plus mal d'avoir ce tableau complet. Alors on sait qu'il peut toujours y avoir de temps en temps une petite mauvaise surprise, mais là on a l'impression que c'est parfois une accumulation de grosses mauvaises surprises. Pour les magistrats, ce ne serait pas plus simple si tout ça était encore un peu plus harmonisé, encore un peu plus clair, encore un peu plus écrit. Le problème en ce qui nous concerne, c'est que vous savez que le juge du fond n'est pas le juge de l'exécution. Et donc effectivement, si nous pouvons intervenir sur ce qui est en amont, on n'intervient pas du tout sur ce qui est en aval, qui appartient au juge de saisie. Et donc effectivement, nous n'avons aucun regard sur ce qui va se passer dans la suite de l'exécution. Si on peut avoir un espèce de petit contrôle pour un pré-contentieux amiable qui finalement se transmet en judiciaire, où là on peut peut-être arriver à faire la part des choses, on n'a pas du tout de pouvoir d'appréciation sur ce qui se passe ensuite, et là ça nous échappe. Mais ce que je voulais vous dire de manière symptomatique, c'est que si paradoxalement la justice coûte cher pour le justiciable, le premier à trouver que la justice lui coûte trop cher, c'est l'État. Et en fait, l'État trouve aujourd'hui que sa justice lui coûte trop cher, et l'État prend des mesures, des dispositions qui visent effectivement à réduire l'accès à la justice. On est dans un état où aujourd'hui l'exécutif prend de plus en plus la main sur tout ce qui se passe, et notamment au détriment du judiciaire qui a totalement perdu sa qualité de troisième pouvoir. Et nous sommes vraiment réduits, effectivement, où on veut nous réduire à un rôle de presse-bouton. Si je suis président des juges de paix, je suis aussi président des juges de police. Et je prends l'exemple de Cross-Border, qui Cross-Border est aujourd'hui la procédure automatique quand vous êtes flashé sur une route. C'est une procédure automatique qui intervient derrière, plus personne n'intervient à aucun niveau. Le radar envoie directement la constatation à la police, qui envoie le document à la poste, qui vous envoie sur votre e-box, le cas échéant, puisque tout le monde aujourd'hui dispose d'une e-box, vous recevez un message, vous avez un nouveau message dans votre e-box, et dans votre e-box, vous avez votre PV avec votre transaction. Plus aucun juge n'intervient là-dedans, et effectivement, on est dans une inversion du contentieux, donc le justiciable qui conteste doit alors lui saisir la justice. Alors, on veut introduire la même chose un petit peu dans ce qu'est le recouvrement de masse, dont aujourd'hui existe le B2B, et on veut l'élargir au B2C. Alors, le fait que la justice coûte trop cher suscite des réactions qui visent à essayer de diminuer ce coût. Mais est-ce que ces réactions sont bonnes? Alors, il y en a une qui est là, qui est le B2C, donc on passe par une inversion du contentieux. Il y a une initiative qui existe en Flandre avec la plateforme Lawmaking.net et un groupe d'huissiers, MyTrusto, qui fait en fait de la médiation de dette amiable et en parallèle avec la médiation de dette légale, je vais dire. Donc différentes initiatives interviennent pour essayer de réduire le coût. Mais en fait, moi je pense que la réflexion, elle doit venir d'en haut, au niveau de l'État. Pourquoi est-ce qu'on estime aujourd'hui que la justice coûte trop cher? Il y a des solutions qui permettraient que la justice ne soit pas chère du tout. Vous savez qu'en justice de paix, la voie de la conciliation existe. La conciliation, elle coûte peanuts. Effectivement, il n'y a absolument rien à payer. C'est un simple courrier qui nous saisit. On convoque. Alors le problème, c'est que ces dernières années, c'est instauré. Vous parliez de l'éducationnel tout à l'heure, c'est exactement ça. Aujourd'hui, la plupart des consommateurs se disent que ça ne sert à rien d'aller en justice. De toute façon, voilà, je vais être condamné. Et à la limite, parfois, ils ont intérêt à faire défaut parce que le juge va faire le travail à leur place. Et donc, j'en parlais avec Maître Amal tout à l'heure. Finalement, moi, ma proportion, j'ai été juge de paix à Charleroi et à Mons, la proportion est exactement la même. Si j'ai 200 citations, je vais avoir maximum 30 personnes qui seront présentes à l'audience. En général, je tape sur un grand maximum de 15%. Et donc, si en conciliation, on appelle les gens qui viennent, on peut rendre une décision qui a valeur de jugement, qui n'a rien coûté,
et qui permet après d'avoir un échelonnement de la dette derrière. Mais pour arriver à ça, la justice, elle requiert du temps et du personnel. Et ça coûte cher. Et moi, je suis aussi membre du collège des cours et tribunaux. Nous travaillons actuellement sur la mesure de la charge de travail. Et dans les premiers chiffres qui sortent, on constate qu'en Belgique, on aurait besoin de 2 fois plus de juges de paix que ce qu'on a aujourd'hui. Nous sommes 163 en Belgique. Aujourd'hui, on devrait être à plus de 300. Si on voulait faire face à la charge de travail et faire notre métier correctement. Aujourd'hui, nous ne faisons plus notre métier correctement. Mais quelqu'un qui prendrait votre propos en cours, qui n'aurait pas nécessairement entendu tout ce qu'on s'est dit ici avant, et qui arriverait de manière un peu carrée, simple et basique, vous dites, on parlait d'automatisation, on parlait de réduction de frais, mais alors à quoi sert encore l'étape de l'huissier? Si on va dans un monde qui évolue demain vers plus de modernité, plus de claviers sur lesquels il suffit d'envoyer un rappel et de dire souris, mais entre peut-être le côté humain qu'on perd et surtout le fait que ça va vous coûter beaucoup moins cher, vous trouverez quand même des gens qui vous diront, si effectivement on peut se passer de cette étape-là et qu'au final ça coûte beaucoup moins cher, supprimons cette étape. Cette réflexion existe, oui, réflexion existe, effectivement. Et vous croyez qu'elle va aboutir? Mais c'est une tendance qui effectivement est en train de se développer, notamment par la signification électronique et l'utilisation de la fameuse J-Box, qui est le courrier recommandé électronique. Et donc c'est une voie qui est effectivement envisagée actuellement par notre ministre de la Justice. Mais qui existe aussi déjà via des rappels de demande envoyés via SMI et toutes les données qu'on possède actuellement. Combien de fois ne reçoit-on pas maintenant dans sa boîte aux lettres directement ce genre de truc sur base des données que nous avons nous-mêmes fournies, par exemple, à l'occasion d'une crise sanitaire dont vous avez peut-être entendu parler. C'est là où je pense, je vous interromps, M. Laout, c'est là où je pense qu'effectivement la profession d'huissier doit y réfléchir sérieusement, parce que je pense qu'elle est en train de couper la branche sur laquelle elle est assise, excusez-moi l'expression. Mais c'est bien, il est 10 heures. non, mais c'est certain que s'il n'y a pas une réflexion en profondeur sur le rôle de l'huissier, la réflexion elle se fait ailleurs, et cette réflexion-là, elle vise, le cas échéant, à supprimer totalement l'intervention de l'huissier, qu'on va considérer comme étant un facteur de luxe. Et effectivement, à partir du moment où ni plus l'huissier n'intervienne, ni le juge n'intervienne dans des procédures totalement automatisées et avec un juge qui sert de presse-bouton, puisqu'en fait, dans le système de B2B ou dans le système de B2C, vous savez, il y a 2 juges en Belgique qui sont là pour appuyer sur le bouton pour dire effectivement la créance est valable. 2 juges pour l'intégralité du pays. Vous imaginez le contrôle qu'on peut avoir là-dessus. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas cette réflexion en profondeur, et qui est perdant, c'est l'état de droit, tout simplement. L'état de droit, excusez-moi, mais... Parce qu'on ne débattra même plus dans les cours des tribunaux, ce sera c'est comme ça, et on va... Voilà, vous n'aurez peut-être pas un juge. Voilà, ça y est, c'est parti, là. Madame de Fossé d'abord, dans l'ordre. Je vous écoute, Madame de Fossé. J'aimerais bien rebondir sur Monsieur le Justice, parce que je suis tout à fait... on est vraiment conscient de ça et convaincu de ça aussi, qu'effectivement la profession d'huissier risque de disparaître et le SPF Finance fait des saisies maintenant sur compte sans passer par un huissier de justice et il ne s'en prive pas. Je voudrais revenir sur la question du contrôle, parce que nous c'est essentiel et là je vais être un peu brutale, mais pour moi le contrôle actuel de la Chambre nationale des huissiers de justice, quand je dis actuel, ça fait 20 ans, il est inexistant. On dépose des plaintes depuis 15 ans et on n'a aucun résultat. On dépose des plaintes extrêmement motivées sur des dossiers qui ne posent aucune question, où les manquements sont flagrants et on n'a aucun résultat. Alors, un petit exemple encore de cette incurie, et ça c'est vraiment un problème que vous devez régler, sans vouloir vous donner d'ordre, mais 14 plaintes déposées le 5 février 2018. 7 plaintes à l'encontre d'une étude d'huissier, 7 plaintes à l'encontre d'une autre étude d'huissier, des plaintes similaires pour montrer le caractère récurrent des problématiques. Alors, il a fallu, tenez-vous bien, 31 mois pour que le dossier soit transmis à la commission disciplinaire, qui a estimé que le délai raisonnable était manifestement dépassé. 31 mois, alors que ce sont des plaintes tout à fait. Et alors, la question aussi de l'instruction, pour moi, est extrêmement importante. La Chambre nationale des huissiers de justice ne fait pas d'instruction chez les huissiers, notamment quand on a des contentieux de masse
avec des questions de no cure, no pay. Il ne s'agit pas d'un dossier, il s'agit de 300 dossiers. La Chambre a le pouvoir, 330 000... Oh oui, pas d'accord, je suis encore trop... la Chambre nationale a le pouvoir d'investigation, le pouvoir de se déplacer et d'aller voir ce qui se passe. Elle ne le fait jamais. Elle interroge l'huissier et puis voilà, il lui faut 31 mois. Alors, durant ces 31 mois, il y a eu des rappels, il y a eu un passage de la Chambre nationale à la Chambre d'arrondissement. On a interrogé l'huissier 2 fois, c'est tout. Voilà, c'est totalement inadmissible. Et ça, c'est juste un exemple, parce que c'est récurrent dans nos plaintes. Je viens avec vous, chez vous dans un instant, mais effectivement, peut-être répondre de Luc Chabot. Finalement, ce qu'on vient d'entendre aussi, ça fait partie de ce chapitre qu'on est en train d'entamer et qui sera le dernier avant vos questions-réponses, c'est promis. Les huissiers sont peut-être en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Quand on entend la lourdeur d'une telle procédure, rappelez-vous, vous avez posé assez vite la question de est-ce que les huissiers ne sont pas tout puissants, ou en tout cas sont ce sentiment de surpuissance. Voilà une action, 31 mois, deux interrogatoires, avez-vous dit, de questionnement. Et finalement, 31 mois, c'est ultra long, c'est pas acceptable, ça. C'est absolument pas acceptable. Ce que je constate pour y être allé à la Chambre nationale, c'est que les dossiers disciplinaires que l'on traite parfaitement, ce sont les petits dossiers disciplinaires, ce sont les petites infractions à la déontologie. On a énormément de mal à s'attaquer aux gros dossiers dont Mme de Fossé vient de parler. Et c'est vrai que pourtant, que ce soit la Chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale, elles ont la possibilité de faire des contrôles de bonne application de tarifs et de bonne gestion de dossier. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, et effectivement, tout seul, je ne peux rien faire. Olivier, je voulais réagir tout à l'heure. Oui, c'est en fait par rapport à l'évolution un peu, je dirais, de la justice au sens large du terme, qui va vers une déshumanisation de plus en plus grande. Alors moi qui ai commencé le barreau en 1985 et qui vois l'évolution évidemment aujourd'hui, je reste quand même assez perplexe, parce qu'on vient toujours vous dire c'est qu'à mieux demain, en prenant une série de mesures de rationalisation. Mais je ne trouve pas que ça s'améliore sur le plan, je dirais, de la relation avec, je dirais, le justiciable ou entre les différentes parties. On nous explique aujourd'hui maintenant aussi que justement pour limiter les frais et peut-être le nombre de magistrats, on est en train de mettre en place des programmes informatiques de manière à concentrer toute la doctrine, toute la jurisprudence, avec pour conséquence que sur base d'un type de litige X, le magistrat n'aura bientôt plus qu'à pousser sur un bouton et il n'aura plus qu'à mettre le nom des parties et sortir sa décision. Je pense que sur le plan démocratique, ce n'est pas bon. Et donc, il y a toute une série de mesures prises ces dernières années qui n'ont pas été dans le bon sens. Et notamment avec la problématique j'apprécie, madame, ce que vous avez dit, finalement, avec les contentieux avec les bailleurs, c'est pas ceux qui posent le plus de problèmes au niveau du suivi de la récupération ou autre, c'est le contentieux de masse. Parce qu'on se trouve en présence de créanciers qui ne veulent pas s'inscrire dans la démarche quand même de voir à un moment donné comment on va récupérer les choses. Ils confient ça sans doute en effet à des élus huissiers qui, eux, ont leur programme et qui vont évidemment ne faire preuve, je dirais, d'aucune d'aucune considération par rapport aux situations individuelles que l'on peut retrouver évidemment dans les contentieux individuels. Et le reproche peut être fait à tous ces contentieux de masse, et surtout de ces créanciers, et notamment des pouvoirs publics, qui sont quelquefois encore plus intraitables que ne le serait le petit propriétaire qui essaie de récupérer ses loyers. Et alors on peut parler de déshumanisation, bon amusement pour plaider les circonstances atténuantes d'un ordinateur par exemple, donc peut-être que cette étape-là, et au final, et pour prendre la question à contrario, cette étape-là, justement, pouvoir jouer le rôle de médiateur déjà avant peut-être le tribunal, c'est l'huissier finalement. Vous disiez, si l'approche avec un assis, peut-être que l'huissier il a un rôle à jouer avec l'avocat. Alors justement, moi je voudrais revenir sur le rôle de l'avocat dans cette procédure. Vous avez évoqué l'inversion du contentieux. Et donc, ce que nous avons négocié, nous, en tant qu'ordre des avocats, c'est la place de l'avocat dans cette procédure. Et donc, nous avons obtenu qu'effectivement, lorsqu'il y a cette inversion du contentieux, il y ait quand même un contrôle de l'avocat. Mais très concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez simplement le nom d'un avocat qui est un peu un homme de paille, je dirais, qui est mentionné, mais qui ne vérifie pas réellement ce qui se passe. Et c'est quelque chose que vous retrouvez dans toutes les grosses récupérations de créances
on met le nom d'un avocat, et moi très souvent quand je téléphone au confrère en lui disant voilà, je suis consulté par un tel et ça, l'avocat me dit mais je suis même pas au courant. Alors c'est vrai qu'il sait qu'il travaille avec cet huissier, mais l'huissier note automatiquement le nom de l'avocat, et l'avocat n'est même pas au courant. Alors je vais vous donner un deuxième exemple. Il se fait que l'avocat, lorsqu'il fait lui-même le projet de procédure, il a une prérogative, c'est que son bâtonnier doit être prévenu. Pourquoi? Pour des problèmes notamment de secret professionnel. Si vous avez une saisie au cabinet de l'avocat ou à son domicile privé, il peut y avoir des dossiers, donc le bâtonnier doit évidemment veiller à ce que le secret professionnel soit préservé. Donc normalement, le bâtonnier doit être prévenu. Mais la plupart du temps, le bâtonnier n'est pas prévenu. Et l'huissier va directement saisir chez l'avocat sans respecter la procédure qui consiste d'abord à prévenir le bâtonnier. Et donc, on a effectivement essayé de remettre l'avocat comme contrôle, mais en réalité, ce sont des hommes de paille qui ne servent pas à grand-chose et qui ne sont pas toujours au courant, qui ne sont même pas prévenus que leur nom a été mis sur la citation et qui découvrent qu'ils interviennent dans ce dossier au moment où ils reçoivent le dossier juste avant l'audience. Vous voyez, ça, ce sont des détournements de procédures qui ne peuvent pas avoir lieu, qui dénaturent complètement le processus. Luc Chabot. Sur l'automatisation et la déshumanisation, je voudrais quand même bien préciser ceci. C'est que là, on est en train de parler de recouvrement de masse, car en réalité, c'est ça qui génère le plus de problèmes en Belgique, c'est le surendettement et le règlement collectif de dette, etc. Et c'est souvent dû à ces contentieux de masse. Mais à partir du moment où l'ordinateur est bien paramétré, sur base d'une loi qui a strictement limité les accessoires de la dette principale, plus question de réclamer 10% de clause pénale sur le principal et des taux d'intérêt de 18%. Non, la loi en matière de recouvrement à chaque consommateur prévoit que dans matière de contentieux de masse, pour tel et tel secteur, les cliniques, l'eau, le gaz, l'électricité, on ne peut réclamer que le principal, une clause pénale réduite, donc un montant forfaitaire fixe. Je ne vois pas en quoi l'automatisation est nuisible. Et ce d'autant plus, puisqu'il n'y a plus rien à défendre devant le juge de paix, finalement. Parce que ce que l'on peut discuter devant le juge de paix, ce sont les accessoires. Généralement, pas le principal. S'il y a une facture, il n'y a pas de souci. Et donc, une autre réflexion également, c'est que, vous venez de le dire tout à l'heure, vous avez 15% de présence à vos audiences. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de bloquer toute une matinée à attendre les débiteurs qui ne viennent pas? Et c'est pour ça que la profession défend ce système B2C. On appelle ça communément un système B2C, mais ça existe déjà en B2B, d'entreprise à entreprise. Et là, il y a une limitation d'accessoires, paradoxalement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas. Et heureusement, il y a une proposition de loi. Je ne sais pas où elle en est, mais j'espère qu'on va y arriver. Donc, je voulais apporter une nuance par rapport à cette automatisation qui, en mon sens, en matière de contentieux de masse, pourrait se faire, permettrait un recouvrement plus efficace, plus rapide, et désengorgerait les tribunaux d'affaires qui ne doivent pas, finalement, plaider devant le juge de paix. Oui, je vous avoue que je suis partiellement d'accord avec ce que vous dites. Parce que il y a effectivement un moment où on doit se poser la question de notre plus-value. Et effectivement, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec de nombreux huissiers. Je ne suis pas totalement opposé à la mise en place d'un éventuel B2C. Pour autant qu'effectivement il y ait une loi derrière qui cadre exactement et qui définisse exactement quels sont les montants qui peuvent être réclamés et qu'est-ce qui peut être introduit dans la machine. Et on pourrait d'ailleurs par ce biais-là pallier à un problème que nous avons nous, juges de paix, c'est quand nous constatons qu'une créance est prescrite, si la personne n'est pas là et qu'on n'arrive pas à susciter le fait qu'elle vienne nous dire ça fait longtemps, j'ai plus mes papiers, etc., on ne peut pas nous invoquer la prescription. Et donc on est obligé de condamner à une créance qu'on sait pertinemment être prescrite. Alors si on introduisait un paramètre dans l'ordinateur qui dit une créance prescrite, niet, ça ne rentre pas voilà, ça pourrait pallier à ça aussi. Donc effectivement, pour autant qu'on ait une procédure qui ait des bornes, des balises qui soient vraiment légales et clairement établies, et une possibilité de saisir facilement le juge de paix derrière pour la question résiduelle des termes et délais,
je ne suis pas totalement opposé effectivement à la mise en place d'une telle procédure, parce qu'effectivement, ça génère énormément de travail pour nos greffes, avec finalement une plus-value quand on constate qu'il y a 85 ou 90% de défauts qui est absent. Madame Desfossés ? Je ne vais pas vous surprendre, mais nous, on n'est pas du tout attachés à cette procédure. Et je vois l'avantage du juge, vraiment, parce que cette procédure et l'inversion de cette procédure, c'est partir de l'hypothèse que les dettes sont incontestées. Or, on voit, et il suffit aussi de lire les rapports des nombreux ombudsman qui ont été mis en place, aussi bien dans la téléphonie mobile que dans les fournisseurs d'énergie, etc. On voit à quel point, à l'heure actuelle, il y a bon nombre de factures qui sont contestables et contestées, et qui amènent les consommateurs, qu'ils soient aguerris ou pas, à ne pas payer leurs factures. Et ça, quand on passe dans une procédure automatisée, ça passe à la trappe. Hein. Vous ne payez pas votre facture de Proximus parce que Proximus vous a imputé un nouveau pack que, soi-disant, vous avez demandé au téléphone, mais vous n'avez rien demandé. Ça arrive ultra régulièrement, ce genre de choses. Vous ne payez pas la facture, ça devient une facture qui peut passer dans l'inversion du contentieux. Je trouve que c'est extrêmement dangereux. Autant en B2B, ça ne me gêne pas, mais autant en B2C, je trouve que c'est vraiment problématique pour le droit et pour notre société en général. Et je trouve aussi, il y a un autre effet pervers, c'est que l'inversion du contentieux amène tout de suite à avoir un titre exécutoire. Or, dans les contentieux de masse, comme je le dis, c'est après le titre exécutoire qu'on a des problèmes. Et donc, si on ne règle pas les contrôles, les problématiques après le titre exécutoire, ça amène effectivement, en fait, c'est la porte ouverte au nopionopé généralisé tout azimut. Juste une petite remarque par rapport à ça, mais c'est vrai que le programme pourrait tout simplement prévoir, à un certain moment, je conteste, clic, je conteste, et l'obligation reposera alors sur la justice de paix au tribunal de vous convoquer. Donc il n'y a pas vraiment une inversion du contentieux, ce serait effectivement je conteste, un peu ce qui existe dans le cross-border d'ailleurs. Dans le cross-border, si vous contestez votre amende, le tribunal doit vous convoquer. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément, nous, au service de médiation d'aide, on intervient pour une minuscule partie de la population. Et effectivement, on voit ce qui est contestable. Mais combien de consommateurs contestent de ça, voilà, pensent qu'ils ne vont pas obtenir gain de cause, ils contestent pour 50 €. Donc il y a un accès à la justice et il y a un accès au droit qui est problématique aussi. Et c'est dans tous les secteurs qu'on rencontre au niveau commercial. Donc pour moi, c'est plutôt en fait rendre au juge le pouvoir qu'il avait, et c'est peut-être, c'est à la fois vos moyens qui manquent, mais aussi la capacité à prendre jugement, même s'il y a un défaut. De plus en plus de juges le font, mais certains ne le font pas, parce que vous avez quand même les directives européennes. On est en train d'entendre sûrement de créer je porte plainte.be, hein, donc on avance bien. Non, c'est pas je porte plainte.be. Mais l'idée, encore une fois, et vous l'avez petit, presque sans vouloir, mais donc l'automatisation, tiens voilà, là je n'ai plus qu'à cliquer pour. Vous vouliez réagir là-dessus? Oui, je voulais rebondir sur ce que Mme Desfossés vient de dire. Il faut bien se rendre compte du profil des gens qui en général ne comparaissent pas à l'audience. Ce sont des gens qui sont perdus, ce sont des gens qui sont noyés dans leurs problèmes, ce sont des gens qui reçoivent des mises en demeure tous les 2 jours, qui ne savent plus, nous on les voit arriver au niveau de l'aide juridique. Qui n'ont même plus confiance dans le système. Ils n'ont plus confiance, la justice leur fait peur, un juge de paix c'est une autorité face à laquelle ils ne savent pas dire, et donc ils préfèrent démissionner et ne pas venir à l'audience. Nous sommes là pour ça, nous devons aussi garantir les droits de ces gens-là. On ne peut pas se contenter. Quand vous dites nous, c'est avocat, huissier? Avocat, huissier, magistrat, tout l'ensemble du monde judiciaire est là aussi pour veiller sur les intérêts de ces personnes défavorisées et démunies, et nous devons leur donner un maximum de garanties. On ne peut pas se contenter de dire qu'ils ne sont pas là, tant pis, les absents ont toujours tort, on condamne. Oui, mais là, chacun doit balayer aussi devant sa porte, c'est le bâtonnier, parce que je me souviens d'un cas où, effectivement, j'étais confronté à une petite dame qui avait plus de 3 000 € de facture d'hôpital à Charleroi. Elle vient devant moi. J'arrive, puisque la loi me le permet, je dis, madame, j'estime que vous n'êtes pas en capacité. Donc, il y avait les 3 quarts de la dette qui étaient prescrits. Je dis, madame, vous n'êtes pas en capacité de vous défendre vous-même, je vous suggère de prendre un avocat. Alors la dame me dit, non, ça va me coûter cher un avocat. Je dis, non, madame, vous inquiétez pas, je vous rassure, vous allez même y gagner. Je remets dans 15 jours, vous revenez, vous faites choix d'un conseil, vous revenez avec l'avocat. 15 jours après, madame n'est pas là, l'avocat arrive et me sollicite les termes et délais.
J'ai pas dit que tout était parfait dans ma réflexion. Peut-être même qu'heureusement, ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Voilà. Donc, il y a effectivement des choses à faire aussi, mais si vous voulez, ce qui, moi, me tient à cœur, c'est vraiment le profil de ces gens qui sont démunis face à la justice et qui ne savent pas quoi faire quand ils reçoivent une convocation à comparaître. C'est juste ça que je voulais dire. Madame de Fossé. Mais là aussi, je trouve que la manière dont les choses évoluent est vraiment catastrophique. Et là, je voudrais me remettre sur le rôle de l'huissier. Le rôle de l'huissier à l'ancienne, hein, celui que j'aimerais bien retrouver, c'est celui qui a une citation et puis qui explique à la personne ce qui va se passer. Et qui Ça peut vous explique faire à la plaisir, moi j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps, Ouais. et voilà, c'était ça, c'était vraiment ça, quelqu'un qui voilà. vient. Ça, eh bien, ça c'est ce que nous, on le voit de moins en moins, parce que, et je comprends, hein, vous êtes sous pression vous êtes sous pression de vos mandants, mais les significations, elles ne se font plus à personne. Hein. Ça c'est aussi... Mais ça existe encore, ça existe Non, encore. non. Attends. Je peux vous assurer qu'il a frappé à ma porte en disant Monsieur Daoud, Monsieur Daoud, merci, l'expérience. et je vous Alors, annonce que vous allez ramasser. Ça s'est pas super bien passé. Hein. Eh bien, dans plein de contentieux maintenant, les contentieux de masse, il n'y a plus moyen. Allez, ne venez pas me dire que vous n'êtes pas au courant. C'est aussi quelque chose qui est... Les citations, les significations sont déposées dans les boîtes. Et quand on est dans une boîte aux lettres avec un logement social où tout tombe par terre, c'est de... Ah mais je ne dis pas que c'est vous qui le faites, hein, j'espère que non. Mais en attendant, nous, c'est de plus en plus ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est quand même grave, quoi. S'il y a une plaque, attention, chez un méchant. Non, ça c'est... Ce qui est bien, c'est que plus on avance, plus on sent qu'il va y avoir des questions. Hein. Ça, c'est chouette. Monsieur Chabot. Une fois, Madame de Fossé, il faut grossisser un petit peu les choses. Peut-être qu'à Bruxelles, il y a plus de signification dans le boîte aux lettres. Mais si je reviens sur la version du contentieux, moi qui est une solution que je trouve tout à fait bonne, vous l'aurez compris, vous rêvez de revoir un huissier à l'ancienne qui va au contact du débiteur et qui lui explique les choses. Et dans cette procédure, il y a un acte, je préférais qu'il y en ait deux d'ailleurs, mais je voudrais que ça démarre par l'envoi d'une mise en demeure et en cas d'absence de réaction, il y a une signification de la sommation. Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse de plus? On va chez les gens, si la personne n'est pas là, nous sommes contactables et on peut lui expliquer. Et on peut lui expliquer ce qui risque de lui tomber sur la figure si elle ne réagit pas. Et on peut aussi l'écouter si elle a des difficultés. Nous ne tenons pas le rôle des CPS, hein, c'est pas à nous de faire ça. On peut informer, et d'ailleurs on devrait recevoir des formations pour connaître quels sont les types d'aide sociale dont les gens peuvent bénéficier. Ça, c'est Mais vous ramenez là encore une fois la question de l'humain finalement, du rôle. Bien sûr, sinon, et moi je suis tout à fait d'accord. Sinon, on va finir par mettre des répondeurs et vous êtes en position 128. Alors on se passe à nous et il faut se passer à nous. C'était promis, on va le faire maintenant parce que je vois qu'il y a des choses qui ont suscité pas mal de réactions, si j'en crois, les murmures dans la salle. On va passer aux questions-réponses, un petit quart d'heure, 20 minutes. Et je ne sais pas si par contre il y a des micros qui circulent, un petit quart d'heure, un tout petit. Pardon? On va faire ça. C'est très bien, on va se repasser les micros comme il y a 2 ans. Ça va être chouette. Il y a déjà des questions? Oui, là. Ah oui, là, tout au bout. Tout au bout, c'est souvent comme ça. Hein. Les premières questions sont tout au bout de la salle. Comme ça permet de tout traverser. On vous écoute. Présente, je suis huissier de justice Jean-Léon Tabal et je suis dans l'arrondissement judiciaire de Liège. J'aimerais bien quand même prononcer certains éléments. Il y a une chose que je pense que nous oublions tous, c'est qu'il faut un équilibre entre je veux dire, celui qui respecte scrupuleusement son obligation de, évidemment, paiement dans l'échéance requise. On n'en parle pas, ça. J'entends que le créancier est désolidarisé. Je suis assez heurté par une expression ainsi, parce que est-il
maître de son contentieux? A-t-il le budget suffisant pour assumer un tel recouvrement? Généralement, on jette, je m'excuse pour cette expression, mais on jette les créances dans une étude d'huissier de justice et l'huissier se débrouille, il se démerde, excusez-moi la présente expression, on est dans une méthode de outsourcing. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'huissier de justice n'est pas responsable de l'impayé, ce n'est pas sa responsabilité. Bon, il subit l'impayé. Est-ce que le système global du coût de la vie ne doit-il pas être revu dans son intégralité? Le système amiable a été créé car le créancier n'a plus les moyens d'assumer le coût de son recouvrement. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes des huissiers de justice, nous sommes des tiers de confiance. On agit avec une grande impartialité, avec une grande respectabilité, avec une grande loyauté, avec une probité et avec une crédibilité. Et on assure également la crédibilité de tout créancier. Dans chaque profession, évidemment, il y a des brebis que l'on appelle galeuses, les autorités doivent agir, mais est-ce que les autorités, on leur donne les moyens de réagir à ces, je vais dire, comportements? Je dirais encore deux choses. Est-ce que l'huissier de justice, est-ce qu'on lui donne, est-ce qu'on lui octroie les moyens, je vais dire, coercitifs pour neutraliser un tel impayé et pour justement faire respecter tout un équilibre de ceux qui respectent leur obligation de paiement? Et la dernière chose que j'aimerais bien dire, parce que je suis assez heurté, vous êtes peut-être président du centre d'appui de médiation, vous critiquez énormément notre profession, je suis heurté, mais est-ce que, je vous poserai une seule question, est-ce que vous faites un examen approfondi de ceux qui viennent vous trouver? Est-ce que vous faites un examen approfondi du comportement qu'ils ont dans un impayé? Merci. Madame de Fossé. Alors, je comprends que vous soyez heurté si vous exercez votre profession de la manière dont vous le décrivez. Et je suis très consciente que dans la pièce ici aujourd'hui, la grande majorité d'entre vous le fait. Le problème, c'est que on a quand même pas mal d'études qui n'exercent plus comme cela. Et le problème, c'est que nous, dans nos dossiers, ça devient finalement la majorité des huissiers que l'on rencontre. Parce qu'il y a clairement un problème de concurrence. Et comme je le disais d'entrée de jeu, ce sont ces études-là qui raflent les contentieux de masse et qui développent des activités qui vous portent à tous préjudice. Parce qu'effectivement, on parle des huissiers, mais moi, je suis dans aucun de nos mémorandums ou dans aucun des textes qu'on a diffusés, on ne dit il s'agit de tous les huissiers. On dit il y a des études qui sont bien connues depuis pas mal d'années. C'est très important que vous entendiez ça. Et je suis vraiment consciente que certainement ces études-là ne sont pas là aujourd'hui. Ou peut-être si elles le sont, mais voilà, c'est pas. Par contre, leur comportement vous nuit à vous tous. Ça, c'est certain. Et j'en suis la première désolée, hein, parce que les premières victimes, c'est les personnes qu'on reçoit. Et oui, on fait une analyse extrêmement détaillée. C'est pour ça que quand on vous écrit, en général, on vous demande 3 mois. C'est pas parce qu'on se tourne les pouces pendant 3 mois dans les services de médiation d'aide, c'est parce qu'on fait l'analyse du budget, de la situation socio-professionnelle du ménage et les décomptes des créances, ce qui n'est pas une mince affaire. Pardon ? Excusez-moi, mais est-ce que vous faites une analyse du comportement de la personne qui vient vous trouver? Ben oui, évidemment, hein. On les suit, alors je ne le sens pas, hein, ça.
On nous demande des comptes, on nous demande ceci et cela, on est critiqué, et puis on nous dit la personne ne vient pas à nos convocations, nous ne savons plus agir. Alors, donc il faudrait quand même comprendre le comportement des personnes que vous assistez. Donc vous dites que ce comportement-là, il est analysé, on ne va pas faire un débat ping-pong, vous l'analysez pas, c'est un 2 3 jours. Mais par contre, je vais prendre une autre question, parce que je voyais qu'il y avait quelques mains qui s'étaient levées. Vous, monsieur, on va peut-être profiter du fait que vous n'êtes pas trop loin, on va vous donner un micro. Ce n'est pas vraiment. Moi, je fais partie de la vieille garde, hein, des huissiers, peut-être que vous regrettez, je ne sais pas. Ce que j'ai pu voir en 5 ans de fonction, pratiquement, c'est que la société, elle bouge. Elle bouge, et si tout le monde trouve tous les services trop chers, c'est peut-être parce que la société a pris l'habitude de réfléchir en termes de rentabilité, et uniquement en termes de rentabilité. On se demande où sont passées nos valeurs démocratiques comme sociétales. Ça, c'est une première réflexion. J'entends M. le juge de paix qui dit on doit commencer certains contentieux par une médiation, par une comment vous appelez ça ? Une conciliation, pardon. Très bien, vous parvenez souvent à un accord, sûrement. Les gens s'engagent à payer 50 par mois. Mais c'est nous qui voyons plus tard qu'ils ne le font pas en réalité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont réellement dans des difficultés qui n'ont peut-être pas bien évaluées au moment de négocier. C'est à nous, évidemment, de rectifier le tir, de nous adapter. Car un créancier n'a aucun intérêt à tordre le cou à son débiteur. Il n'en croit rien. Le but, c'est d'essayer de faire passer l'argent, de faire circuler cet argent. La troisième chose que je voudrais dire, attention à cette, comment vais-je dire, au glissement du contrôle de la justice vers tout ce qui est IT, tout ce qui est programme informatique. Qui peut dire aujourd'hui qu'il sait ce qui se passe dans le programme informatique? Qui l'a écrit? Sous contrôle de qui? Rapide réaction par rapport à ça. Oui, moi, tout d'abord. Oui, M. Chabot. Moi, je voudrais réagir en tant que praticien. C'est vrai qu'en tant qu'avocat, je râle souvent sur l'huissier de la partie adverse, mais je suis quand même bien content de pouvoir contacter mon huissier, celui avec lequel je travaille, pour discuter avec lui de l'issue d'un dossier, de la meilleure manière de procéder, de signifier, d'exécuter, et que là, il y a quand même un vrai dialogue de confiance qui s'établit, et donc tout n'est pas noir, loin de là. M. Chabot. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce que je vous propose, c'est de vous en rappeler pour la pause. Hein, on en reparle à ce moment-là, parce qu'on va lancer. Ah, voilà. Je voulais simplement me permettre de rappeler un petit peu que tous les acteurs du recouvrement sont responsables. Il y a une responsabilité de tous. Il y a une responsabilité. Bon, le créancier, il a des droits, d'accord. Le droit de la propriété, quand même. Donc ça, il faut le défendre, mais il faut trouver un équilibre. Mais il y a aussi l'obligation de ne pas abuser dans ces conditions générales. Et le débiteur, oui, il y a des gens qui sont vraiment dans la dèche, qui sont malheureux, mais il y a toute une série de personnes qui sont des frustrés, qui n'acceptent pas la décision du juge de paix. Et donc ça, je vais dire, les débiteurs ont aussi des obligations. Rapide réaction, puis on passe à l'orateur suivant. Oui. C'est bon. Voilà. Je voulais vous dire qu'effectivement, nous en sommes conscients aussi, et ça m'arrive régulièrement. J'ai quelqu'un devant moi qui a une dette peut-être de 150 €, qui vient me dire oh, monsieur le juge de paix, je ne pourrais pas payer plus de 10 € par mois. Et je regarde, je dis monsieur, votre habillement là, vous avez 1 000 € de vêtements sur vous. Voilà, alors vos termes de délai de 10 € par question, et vous n'aurez pas de termes de délai. De l'autre côté, on peut aussi réagir face à ça et être conscient qu'il y a des gens qui abusent. Et des gens qui, au lieu. Et moi je le vois parce que je vais chez des gens, et je le vois parfois des gens qui viennent me proposer 10 € pour leur loyer et qui à côté ont un écran, 3 consoles vidéo, etc. Voilà, donc ça on en est conscient aussi. On va clôturer ici cette première partie de la matinée, parce que l'heure est là, et on va donner la parole à Wilbert Van de Donk.
Elle va vous parler du système de tarification aux Pays-Bas. Merci à tous les salariés d'avoir été avec nous.